Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour votre journal de 19h. L'essentiel de l'actualité nationale et internationale de ce vendredi 12 septembre à venir juste après les titres. 707e jour d'agression génocidaire sioniste sur Gaza, plus de 50 martyrs signalés depuis l'aube dans d'intenses bombardements sur toute l'enclave palestinienne. L'Assemblée générale des Nations unies vote un projet de résolution approuvant la déclaration de New York sur la mise en œuvre de la solution à deux États et la création d'un État palestinien indépendant. La crise politique en France qui persiste après la nomination de Lecornu à Matignon. Mélenchon et Le Pen poussent Emmanuel Macron à la démission. Nous en parlerons ce soir avec Jacques Cheminade qui sera l'invité du 19h. Enfin, l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro passera par la case prison. Il a été condamné à une peine de 27 ans de réclusion pour avoir tenté de mettre en place un coup d'État. Bonsoir à tous. L'agression génocidaire sur la bande de Gaza se poursuit pour le 707e jour depuis le 7 octobre 2023, toujours dans un contexte d'intensification des bombardements et d'escalade dangereuse dans plusieurs zones de la ville de Gaza. Pas moins de 38 martyrs et 200 blessés durant les dernières 24 heures. Le bilan global des victimes s'alourdit à 64 756 martyrs et 164 059 blessés. Notez par ailleurs que 14 martyrs et 143 blessés ont été signalés parmi les demandeurs d'aide alimentaire au niveau de différents points de distribution gérés par la GHF. Et depuis l'aube de ce vendredi 12 septembre, plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs. 56 selon les dernières informations nous parvenant de Gaza. Plusieurs martyrs ont été signalés dans un bombardement ayant ciblé des tentes de déplacés dans la région dite Douar Sabatash, au centre de l'enclave. 4 autres ont été signalés à Haïzeitoun dans un bombardement contre des civils à proximité de la mosquée Ali, au nord de la bande de Gaza. 14 martyrs ont été signalés dans un raid ayant pris pour cible la maison de la famille Sultan dans la région de Tawam. Je vous en parlais en titre, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté vendredi un projet de résolution soutenant la déclaration de New York en faveur de la création d'un État palestinien indépendant et de la mise en œuvre de la solution à deux États avec 142 voix pour et 10 seulement contre. La déclaration de New York plaide notamment pour la fin de l'agression contre Gaza et rétablir, bien entendu, dans le cadre du conflit palestinien reposant sur une mise en œuvre véritable de la solution à deux États. Le monde est témoin de ce qui se passe et se trouve impuissant face aux images effroyables de destruction et de désespoir humain. C'est en ces termes que le représentant de l'Algérie à l'ONU a qualifié au Conseil de sécurité les graves dépassements de l'entité sioniste qui sème le chaos dans la région du Moyen-Orient. Je donne la parole à l'Algérie. Par le biais de son représentant permanent auprès de l'ONU, l'ambassadeur Ammar Benjama, l'Algérie a affirmé que la dernière agression sioniste contre Doha dépasse la simple violation de la souveraineté d'un État membre de l'ONU pour constituer une offensive à la diplomatie, soulignant que l'entité sioniste agit comme si elle était au-dessus des lois, comme si le droit n'existe pas. Nous sommes rassemblés à nouveau au lendemain d'un énième acte illicite et grave commis par les autorités israéliennes, qui s'ajoute au bilan sans fin de violations systématiques par Israël du droit international. Israël se comporte comme si le droit n'existait pas, comme si les frontières étaient des chimères, comme si la souveraineté elle-même était un concept dont on peut se passer. Comme si la charte de l'ONU n'était qu'un texte éphémère.
Par ailleurs, le diplomate algérien a relevé que le Conseil est incapable d'agir, d'identifier l'agresseur et de qualifier l'agression de violation du droit international. Le silence, celui de la communauté internationale, celui du Conseil de sécurité même, alimente le chaos. Et pourtant, le Conseil reste paralysé. Il n'est même pas capable de nommer l'agresseur. Il n'est même pas capable de décrire cette agression en tant que violation du droit international. Ammar Benjama a souligné la nécessité d'une action réelle et des mesures visant à soumettre l'entité sioniste à la réduction de comptes pour briser le cycle de l'impunité, insistant sur l'urgence pour le Conseil de sécurité d'utiliser tous les instruments à sa disposition, y compris les sanctions, avant qu'il ne soit trop tard. Et lors de sa prise de parole au Conseil de sécurité des Nations Unies, le Premier ministre qatari a exhorté le Conseil de sécurité à assumer sa responsabilité historique face aux graves dérives de l'entité sioniste. Le peuple palestinien subit des souffrances inimaginables. Cela montre également que les extrémistes qui dirigent Israël aujourd'hui ne se soucient pas des otages. Ce n'est pas une priorité. Sinon, comment justifierions-nous le moment choisi pour cette attaque? Parce que les négociations ont porté sur la dernière proposition américaine. L'équipe de négociation du Hamas s'est réunie pour discuter de la proposition américaine et l'attaque a eu lieu. Monsieur le Président, je suis devant vous aujourd'hui et j'exhorte votre auguste Conseil à assumer sa responsabilité historique. Silence devant la loi, s'en prendre ainsi à un pays souverain compromet les efforts internationaux et compromet les perspectives de tout processus de paix dans notre région. La poursuite de telles attaques ne vise pas seulement le Qatar, mais constitue une menace claire pour tout pays œuvrant à la paix, ce qui sape la confiance dans les Nations Unies. Un drone de l'armée d'occupation sioniste a frappé un véhicule dans la localité de Kfar-Dounine, dans le sud du Liban, blessant 5 personnes, selon un rapport du ministère de la Santé du pays. Des raids de l'aviation sioniste ont visé dans l'après-midi dans les régions d'Ansar et de Zaïre, à 35 km de la frontière du sud, selon des médias dans l'est du Liban. Des chasseurs de l'armée sioniste ont porté une série de frappes contre les zones montagneuses. De puissantes explosions ont retenti dans les environs des villes de Janta et de Nabi Shit. Et puis la crise politique en France exacerbée par la nomination de Sébastien Lecornu. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s'exprimait hier à la télévision publique française où il a pointé du doigt la situation socio-économique du pays, selon lui, source d'un moment dégagiste qui ne peut être réglé que par une élection présidentielle anticipée. Il y a un choix à faire qui concerne l'orientation générale du pays. Nous sommes dans un moment dégagiste, vous en conviendrez avec moi. Et nous avons besoin, à la suite d'un mouvement dégagiste, d'un moment refondateur. Seule l'élection présidentielle dans ce pays, compte tenu de ce que sont les institutions, nous permet d'avoir ce moment refondateur. Les gens, qu'est-ce que vous préférez? Qu'on continue à couper et à détruire le service public, ou bien qu'on fasse une relance écologique et sociale? Ça me paraît simple comme alternative. Eh bien, il n'y a que l'élection présidentielle qui rend ça possible. Et de son côté, la dirigeante d'extrême droite française, Marine Le Pen, appelle le président Emmanuel Macron à démissionner et à dissoudre l'Assemblée nationale. Intervenant jeudi soir sur la chaîne privée TF1, Marine Le Pen a déclaré que Macron a subi une défaite extrêmement lourde aux élections européennes et aux législatives. Vous n'avez que 2 moyens de... Il a subi un échec extrêmement lourd aux élections européennes. Il a subi un échec extrêmement lourd aux élections législatives. Combien de signaux faut-il maintenant? La décision lui appartient. Et il n'a aucune majorité. Je n'exige pas sa démission. Et il n'a aucune majorité cohérente face à lui. Je lui dis, Monsieur le Président, vous n'avez que 2 moyens de sortir de la crise que nous connaissons. Soit vous opérez la dissolution de l'Assemblée nationale, soit vous démissionnez, soit vous opérez la dissolution, vous mesurez en quelque sorte le très peu de confiance que les Français vous portent et peut-être d'ailleurs dans la foulée, vous pourrez prendre la décision de démissionner.
Jacques Cheminade, homme politique français, président du parti Solidarité et Progrès, l'invité du journal du 19h. Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, quelle est votre propre lecture du moment politique en France ? Bonsoir, je suis toujours très heureux de parler à des Algériens. Ça me rappelle ma jeunesse où j'ai lutté pour l'indépendance de l'Algérie. C'est une crise qui n'est pas une crise gouvernementale, ce n'est pas une crise de régime, c'est une crise existentielle. Parce que la France, depuis plusieurs années, comme pendant la guerre d'Algérie, trahit son pacte 20 fois séculaire avec la liberté du monde, comme disait le général de Gaulle. On est dans la trahison. Et au sommet de l'État, la nomination de M. Le Cornu, Premier ministre, est une provocation inouïe. C'était le ministre des Armées. C'est lui qui a engagé la France dans une politique de va-t-en-guerre. Donc cela ne peut pas durer. Alors, évidemment, je ne pense pas que l'opposition soit à la hauteur. Tout le monde se situe dans un ordre institutionnel. Moi, je pars de choses fondamentales. Je dis, premièrement, ce qui est important dans le monde, c'est ce qui s'est passé à Tianjin, en Chine, l'Organisation de coopération de Shanghai, et ce que Lula a mis en place, le président du Brésil, avec sa vidéo pour les BRICS. Et là, on pense à un monde du futur, à un monde pour nos enfants, à un monde gagnant-gagnant. Un monde qui est basé sur une nouvelle architecture de développement et sécurité mutuelle. La France devrait être là. Eh bien, non, elle n'est pas, elle est dans une vision contraire, et avec Le Cornu, encore plus. Elle se situe dans une vision de guerre. Il a été ministre des Armées. C'est lui qui a mis en place toute la politique de présence même française en Ukraine, français en Ukraine. Donc, c'est la France qui, en grande partie aussi, Mme Merkel l'a dit, et M. Hollande aussi, c'est la France qui a trahi l'esprit de Minsk et qui a gagné du temps pour permettre d'armer l'Ukraine contre la Russie et qui a provoqué Poutine. Donc cela est inadmissible, et inadmissible qu'on ne fasse rien pour Gaza. Alors, ce que nous, dans ce domaine-là, qui est le premier pour moi, faire quelque chose pour Gaza et ce qui se passe en Cisjordanie, c'est de dire c'est un génocide. Emmanuel Macron a dit on laisse ça aux historiens. C'est inouï. Tous les éléments de la Convention de 1948 de Genève sont réunis. Donc, que faire ? Nous appelons dans le monde, avec nos amis dans le monde, à l'application par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution unie pour la paix, qui permet de contourner le Conseil de sécurité et de dire, en s'unissant, l'Assemblée des Nations unies représente ce que Xi Jinping est en train d'appeler aujourd'hui la nouvelle gouvernance du monde. Elle doit s'unir pour cela et qu'on sorte de ce blocage par un Conseil de sécurité qui a été constitué par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et que sortant de ce blocage, on ait une politique qui soit une politique de paix et de justice. Jacques Cheminade, oui. Jacques Cheminade, vous justement qui avez côtoyé pas mal de dirigeants français tout au long de votre carrière politique, pensez-vous qu'Emmanuel Macron cherche à tout prix à semer le chaos en France puisqu'il ne respecte ni les résultats des urnes, ni l'esprit des institutions de la Ve République ? Soyons gentils pour Georges Pompidou. Depuis Georges Pompidou, tous les présidents français ont participé à un dévoiement des institutions et à une destruction de ce que la France devrait être. Et Macron, aujourd'hui, est au sommet de cela. Aujourd'hui, seulement 15% des Français le soutiennent. 85% ne veulent plus de lui. Donc, il doit partir. Et s'il ne part pas, il faut que d'une manière ou de l'autre, il soit destitué, en effet. Mais qu'est-ce qu'il y a en face ? Est-ce qu'il y a en face des gens qui disent ouvertement il faut participer à l'esprit de la majorité mondiale, à ce qui s'est dessiné, esquissé à Tianjin, ce que c'était esquissé par les BRICS, aussi par toute une série d'organisations, le G77, toute une série d'organisations dans le monde, qui font 85% de la population mondiale et la majorité de la production. La France devrait être là, elle n'y est pas, elle est dans le camp inverse, elle est dans le camp de la guerre. Jacques Cheminade, une dernière question. Vous venez de l'évoquer. Est-ce que vous soutenez les appels pour une démission, voire une destitution du président français ? Si ce n'est pas le cas, quelles seraient les alternatives que propose Solidarité et Progrès ? Il doit partir. S'il ne part pas, il faut se mobiliser, mais avec un programme, avec un projet. Et ce projet, c'est aller dans le sens du basculement du monde qui va vers le sud, on a dit le sud global, et vers l'est. Et que la France est une politique diamétralement différente, qu'elle ne soit plus à la remorque des intérêts anglo-américains. On dit même parfois que
gouvernement, ce qu'ils appellent aux États-Unis le deep government, a traversé l'Atlantique et se trouve en Europe, c'est encore pire. Donc, ce n'est pas que Trump soit un génie, ni qu'il soit un élément pour la paix. Il veut bâtir la paix, mais sur les sables mouvants de la spéculation financière, ça ne marche pas. Donc, la France doit appeler à un nouvel ordre financier aussi international, basé sur l'émission de crédit à long terme pour des projets d'infrastructure et de développement. Ce que commencent à faire les Chinois et les Russes. Poutine a parlé, il faut le souligner, d'un gouvernement polyphonique dans le monde. Et Xi Jinping parle d'une nouvelle gouvernance mondiale. C'est dans ce sens qu'il faut aller. Merci à vous, Monsieur Jacques Cheminade, je le rappelle, président du parti Solidarité et Progrès, d'avoir répondu à nos réponses et à très bientôt sur Al24 News. Merci. Allez, sans transition Algérie, nous continuons de vous parler ce soir d'intégration économique en Afrique. Cette fois-ci, c'est le secteur des énergies renouvelables qui est à l'honneur à la faveur de l'adhésion de l'Algérie à l'Alliance africaine de l'hydrogène vert. Une adhésion qui plante les jalons d'une coopération fructueuse à venir entre les États africains. C'est désormais chose faite. L'Algérie a officiellement rejoint l'Alliance africaine de l'hydrogène vert à l'occasion des travaux du sommet africain mondial sur l'hydrogène tenu à Windhoek en Namibie. Un pas de plus dans le mouvement vers l'intégration énergétique du continent africain pour lequel l'Algérie joue un rôle fédérateur, y compris dans les énergies renouvelables étant un acteur dans ce secteur. L'adhésion de l'Algérie à cette alliance africaine s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de l'hydrogène, notamment dans le volet relatif au renforcement du partenariat et de la coopération internationale dans ce domaine. Cette intégration représente également un message fort d'unité et d'ambition continentale en faveur du développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert à travers tout le continent, ainsi qu'une étape importante dans le cadre de la stratégie algérienne de transition énergétique et de diversification de l'économie nationale. L'Algérie ambitionne en effet de tirer parti de ses énormes potentialités en matière d'énergie renouvelable pour devenir un acteur majeur sur le marché mondial de l'hydrogène vert. Il s'agit également de permettre au pays de renforcer son rôle dans la coopération interafricaine autour de l'hydrogène vert, d'échanger les expériences, expertises et technologies de pointe avec les États membres, de participer à des programmes de formation, de développement des capacités, mais aussi d'accéder à des opportunités de financement et d'investissement dans des projets d'hydrogène vert à l'échelle continentale. L'Alliance s'est fixé 6 principaux objectifs stratégiques, démontrer le leadership continental et mettre en avant les ambitions industrielles vertes, soutenir les cadres juridiques et réglementaires et accompagner les gouvernements dans l'élaboration des lois permettant de tirer profit de l'hydrogène vert. Elle vise à accélérer et à optimiser le développement des marchés, à créer des modèles de financement vert pour les économies locales, à promouvoir le développement technologique et le partage d'expertise technique afin de construire des chaînes d'approvisionnement locales performantes, ainsi qu'à établir des partenariats stratégiques pour renforcer le soutien technique et faciliter l'accès au financement auprès des partenaires internationaux. Lancée en mai 2022, cette alliance vise à créer une plateforme dirigée par les gouvernements africains réunissant les pays du continent engagés dans l'accélération des projets dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'hydrogène vert à grande échelle, de renforcer la coordination, la concertation et la coopération régionale et de consolider le rôle de l'Afrique en tant que leader mondial de l'économie de l'hydrogène vert. Allez, direction le Népal, 51 morts, des centaines de blessés, 3 morts dans les rangs de la police et plusieurs dizaines de milliers de détenus en cavale. Les chiffres qui témoignent de la situation exceptionnelle que traverse le pays, où les journées sont rythmées de manifestations et d'émeutes alors que le pays traverse une grave crise politique. Plus de 50 personnes ont été tuées au cours de la semaine au Népal, lors de violentes manifestations qui ont causé la chute du gouvernement. Tel est le bilan ce vendredi 12 septembre d'après le porte-parole de la police locale. Parmi les morts, 3 policiers ont été identifiés, témoignant du chaos qui règne dans le pays. En outre, 13 500 détenus se sont échappés de leur geôle. Plus de 2 500 seraient toujours en cavale. Ces troubles
Les plus meurtriers survenus dans le pays depuis l'abolition de la monarchie en 2008 ont commencé jeudi 4 septembre. Les autorités népalaises avaient alors annoncé la suspension de 26 plateformes dont Facebook, X, TikTok ou encore YouTube. Ce fut la goutte d'eau pour une partie de la population qui manifeste depuis contre ce qu'ils qualifient de censure, mais aussi contre la corruption et les inégalités sociales dans le pays. En première ligne, la Gen Z, génération née entre la fin des années 90 et le début des années 2010, dont la classe dirigeante n'a ni les codes ni les préoccupations. Ces jeunes réunis sous la bannière Génération Z ont mis à sac de nombreux bâtiments publics, résidences de dirigeants politiques et mis le feu au Parlement, ainsi qu'à la résidence du Premier ministre démissionnaire. Dernier développement de la situation, l'ancienne chef de la Cour suprême, Sushila Karki, 73 ans, a prêté serment en tant que nouvelle première ministre d'un gouvernement provisoire pour diriger la sortie de crise. L'ancien chef de l'État brésilien Jair Bolsonaro a été condamné jeudi à 27 ans et 3 mois de prison pour tentative de coup d'État. Bolsonaro a été reconnu coupable du chef d'une organisation criminelle ayant conspiré pour assurer son maintien autoritaire au pouvoir. Je crois et je le dis d'emblée que cela constitue pour moi une preuve concluante d'un groupe dirigé par Jair Messias Bolsonaro, composé de personnalités clés du gouvernement, des forces armées et des services de renseignement, a élaboré et mis en œuvre un plan progressif et systématique visant à attaquer les institutions démocratiques dans le but de saper l'alternance légitime du pouvoir lors des élections de 2022 et d'affaiblir l'exercice des autres pouvoirs constitutionnels, en particulier le pouvoir judiciaire. Et chez le grand voisin argentin, des milliers de manifestants défilent chaque semaine dans les rues de Buenos Aires et d'autres grandes villes du pays, derrière les pancartes, les banderoles et les visages marqués par l'austérité imposée par le président Javier Milei. C'est une société tout entière qui exprime son refus d'un projet économique perçu comme brutal et injuste. Depuis le mois de décembre 2023, le gouvernement de Javier Milei multiplie les annonces. Suppression massive de subventions, gel des salaires publics, coupe budgétaire dans les services essentiels, dérégulation du marché du travail. Officiellement, il s'agit de remettre de l'ordre dans une économie en crise. Mais en réalité, ces mesures frappent de plein fouet les classes moyennes et populaires. Milei incarne aujourd'hui une tentative brutale de réimposer un modèle néolibéral extrême en Amérique latine, basé sur la réduction du rôle de l'État, la libéralisation totale de l'économie et l'alignement aveugle sur les États-Unis et l'entité sioniste. Sa politique est donc marquée par des coupes dans l'éducation, la santé, le transport et les subventions de base, s'inscrivant dans une logique dictée par les créanciers internationaux, au premier rang le FMI, auprès duquel l'Argentine reste lourdement endettée. Ce retour de l'austérité sous sa forme la plus violente réactive des mémoires douloureuses des années de privatisation qui ont suivi les mouvements putschistes en Amérique latine. L'histoire récente de l'Argentine est marquée par des mouvements citoyens profonds, les assemblées de quartier en 2001, les piqueteros dans les années 1990, les grands rassemblements pour les droits humains initiés par les maires de la place de Mai, s'inscrivant aussi dans une tradition populaire face aux ingérences des USA et des institutions monétaires internationales. Au-delà de ces frontières, la mobilisation argentine s'inscrit dans un contexte régional plus large. L'Amérique latine est depuis des décennies le théâtre de tensions constantes entre souveraineté populaire et pression extérieure, en particulier des États-Unis. Du Chili, d'Allende, renversé en 1973, à la tentative de coup d'État contre Evo Morales en Bolivie en 2019, le coup d'État institutionnel contre la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, en passant par des sanctions contre Cuba ou le Venezuela, l'objectif est toujours le même: neutraliser les expériences populaires, freiner l'intégration régionale et garantir l'accès aux ressources stratégiques aux multinationales, notamment le gaz, le pétrole et le lithium. Dans ce contexte, l'Argentine devient un maillon clé situé dans un triangle du lithium avec la Bolivie et le Chili. Elle est convoitée pour ses ressources essentielles à la transition énergétique des pays du Nord.
Le programme de Milei, en facilitant les investissements étrangers sans condition, répond à cette demande. Il affaiblit les capacités de négociation de l'État, criminalise les résistances et cherche à isoler le pays de ses voisins les plus souverainistes. Il a même retiré l'Argentine des BRICS. Face à cette offensive, la rue argentine oppose une résistance enracinée, héritière des luttes contre la dictature, contre les dictats du FMI, contre les coups d'État et les humiliations imposées au Sud. Et elle retrouve aujourd'hui sa voix. Et c'est en Argentine que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur Al 24 News.